Ok, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre conférence REGN Midi. La présentation d'aujourd'hui sera enregistrée, donc un petit rappel. Et la présentation d'aujourd'hui sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CREGN. Les liens sont dans le chat. Et c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir le professeur Nicolas Fernandez. Le docteur Fernandez est professeur agrégé à l'Université de Montréal, faculté de médecine. Après avoir subi une transplantation rénale en 2008, le professeur Fernandez a appris à gérer ses traitements de dialyse péritonéale et d'hémodialyse sur une période de 8 ans. Conjugué à une carrière universitaire de recherche en pédagogie et en enseignement, cette vie nouvelle a permis au professeur Fernandez de se familiariser avec l'autoprise en charge des maladies chroniques et le sentiment d'efficacité personnelle du patient. En grande partie, il a complété sa thèse de doctorat pendant ses séances de traitement au centre de dialyse de l'hôpital. Le professeur Fernandez compte des publications dans le domaine de sciences cognitives en pédagogie médicale, de même que du développement des petits groupes et de la collaboration. Depuis 2010, il œuvre au sein de la direction collaboration et partenariat patient et contribue régulièrement aux initiatives visant à intégrer la perspective du patient dans la formation des professionnels de la santé et le changement organisationnel en milieu clinique. Aujourd'hui, le professeur Fernandez parlera du savoir expérientiel de la collaboration interprofessionnelle et quelles sont les approches qualitatives visant à décrire et à dégager des pistes de développement pour les professionnels de la santé. Docteur Fernandez, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Anganou. J'ai le grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, même si je ne vous vois pas tous en présence devant moi. Je suis loin, je suis en Turquie, à Istanbul pour le moment, mais je vous présente mon programme de recherche, en fait, les recherches que j'ai en cours en ce moment, puis que j'aimerais éventuellement faire au centre de recherche de l'Institut. Je suis professeur, je suis spécialiste de la pédagogie, donc je donne des cours en pédagogie pour des professionnels de la santé et puis je fais de la recherche surtout sur la collaboration interprofessionnelle. Alors tout ça, en fait, comme d'entrée de jeu, j'aimerais mentionner que j'ai commencé à travailler avec une équipe à l'unité de soins de courte durée de l'IUGM en 2020, suite au début de la pandémie, et on a constitué le comité partenariat patient avec lequel on a commencé à travailler. On a fait des formations sur comment intégrer l'intervenant ressources. En fait, l'intervenant ressources, c'est une personne qui va représenter le patient après avoir tissé un lien plus étroit avec lui, avec l'usager, et le représenter lors des réunions interdisciplinaires. Alors, de là est née l'idée de faire de la recherche sur la collaboration interprofessionnelle à l'IUGM, notamment lors des réunions interprofessionnelles. Donc, ça, c'est le point de départ que j'aimerais partager avec vous. La présentation se divise en deux sections principales. Puis voilà. Donc, d'abord, une introduction, puis je vais vous parler de ma vision de la collaboration, notre objet de recherche, qui est la collaboration interprofessionnelle, et les deux approches classiques qu'on retrouve beaucoup dans la littérature actuellement, et ensuite les problématiques et retombées de ces approches, puis en fait, pourquoi on aurait besoin d'une autre approche ou d'une autre façon d'étudier la collaboration interprofessionnelle. Ensuite, je vais vous présenter au point 5 en fait, on a travaillé pour le moment sur trois abordages, trois façons de travailler la collaboration interprofessionnelle, que je vais vous parler, que je vais vous présenter un peu les résultats de nos recherches. Et puis, je vais vous présenter d'une nouvelle idée qu'on vient d'avoir récemment, cette année, en fait, de faire du co-design avec des équipes de collaboration. Et ensuite, je vais conclure. Alors, ça devrait me prendre à peu près, on m'a donné 45 minutes. Je ne vais pas parler vite, mais des fois, je m'égare. Alors, peut-être que ça va prendre plus ou moins ça. Donc, disons 40 minutes. Mais peut-être il y aurait moins. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, peut-être on pourrait garder les questions pour la fin, puis je répondrai avec plaisir. Mais évidemment, s'il y a des problèmes techniques, que ça coupe ou quelque chose comme ça, ben, vous me ferez savoir. Alors,
notre objet d'étude, donc la collaboration interprofessionnelle, c'est un objet très populaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Pourquoi dans le domaine de la santé, on en parle tellement? Ben, c'est parce que l'OMS, en 2010, a fait son célèbre rapport dans lequel on constate en fait que les besoins de santé des populations se complexifient. Notamment, il y a de plus en plus de cas de comorbidité, il y a de plus en plus, en tout cas dans le monde occidental, européen et Amérique du Nord, il y a de plus en plus de personnes âgées et donc qui représentent plusieurs enjeux et défis pour le système de santé et qui requièrent la collaboration interprofessionnelle. À la même époque, une équipe de Julio Frank de Harvard a mené une étude qui a été publiée dans le Lancet et qui a beaucoup parlé de l'enjeu de l'équité dans l'accès aux soins et éventuellement une pénurie de personnel qualifié, en partie pour les changements démographiques. Alors ça, c'est un point tournant qui a vraiment poussé l'idée que la collaboration interprofessionnelle devait être explorée, on devait former les gens à ça. Et en fait, c'est devenu une exigence par les organismes d'accréditation des programmes de formation en santé. La plupart maintenant exigent que les gradués des programmes de diplôme dans les professions de la santé contiennent au moins un cours ou qu'on fasse état de la compétence de collaboration ou collaboration interprofessionnelle. Évidemment, moi, je viens d'un contexte scolaire, académique, et pour moi, la base de tout mon questionnement, c'est comment former à la collaboration interprofessionnelle. Ce n'est pas comme former à la néphrologie, dans laquelle il y a beaucoup de connaissances qui sont dans des livres, dans des textes. La collaboration professionnelle requiert une autre sorte de ressource qui est souvent l'expérience personnelle. Qu'est-ce qui a marché? Donc, c'est pour ça que c'est de là vient cette idée-là que c'est à travers l'apprentissage expérientiel qu'on peut construire la compétence de collaboration. Alors, une définition, ben, celle de l'OMS, c'est celle qui prévaut aujourd'hui, on la retrouve plus ou moins partout. Donc, la collaboration interprofessionnelle, est-ce que quand des travailleurs de la santé de différentes professions travaillent ensemble avec les patients, familles et proches, donc ce n'est pas l'Université de Montréal, ce n'est pas le Montreal Model qui parle du partenariat patient, ça vient de longtemps et dans le Montreal Model, le modèle du partenariat patient, le patient fait partie de l'équipe. Ce n'est pas que l'équipe se centre sur ses besoins, mais le patient aussi contribue au fonctionnement de l'équipe d'une certaine manière. Alors, ça, c'est la définition un peu de base. Un autre aspect qu'on trouve, c'est que la pratique du care, dont on parle de plus en plus, tant d'un point de vue sociologique, même politique, mais dans le contexte de la population vieillissante, mais on commence à parler de care. Et ça, le care, c'est on s'éloigne de relations de soins transactionnelles et on s'en va plutôt vers des relations de soins longitudinales où on approfondit un lien entre le patient et le professionnel de la santé. Et en fait, une des choses qui nous a intéressé beaucoup, c'est le rapport de l'INES, dont je dois avouer, je suis membre du conseil d'administration de l'INES. Alors, j'avoue déjà mes biais un peu, excusez. Mais ils ont publié récemment un rapport sur la conciliation du milieu de soins et du milieu de vie en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Et ça m'a interpellé parce que c'est là que le care peut se vivre. Donc, ça fait l'objet d'un de nos projets, certainement. Donc, faisant un survol rapide de la littérature sur la collaboration interprofessionnelle ou sur le travail en équipe. Alors, souvent, les deux sont conflués, mais en fait, c'est des choses passablement différentes. La collaboration a une connotation beaucoup plus organisationnelle, beaucoup plus sociologique, tandis que le travail en équipe a une connotation beaucoup plus pratico-pratique, cernée sur le travail d'un groupe de personnes à un certain moment. Donc, ça, c'est des différences, mais dans les écrits, on trouve beaucoup deux approches. En fait, moi, je les distingue en deux façons. C'est l'efficacité, donc des chercheurs qui travaillent pour essayer de trouver de l'efficacité dans les équipes pour qu'ils fonctionnent mieux, pour qu'ils performent mieux. Donc, dans ces cas-là, dans la plupart de ces études-là, on trouve les équipes de soins c'est des soins aigus, donc en urgence. Les urgentologues publient beaucoup sur la façon dont ils organisent les soins d'urgence en équipe.
Et aussi, en fait, le but de ces recherches-là, c'est de trouver, de faire découler des principes qui vont peut-être s'appliquer par la suite à des équipes plus larges ou à d'autres équipes qui vont être généralisables. Et enfin, quand il s'agit de découvrir des écarts à combler, comment améliorer le fonctionnement des équipes, on parle toujours de KSA, en anglais de Knowledge, Skills and Attitudes, les connaissances, les habiletés et les aptitudes. Et donc, ça, c'est souvent, dans ces études-là, les résultats, c'est que pour améliorer le travail en équipe, ben, ça prend soit des habiletés chez les gens ou des connaissances particulières ou même des attitudes ou des comportements qui seront plus convenables pour l'équipe. Et donc, il y a un grand, et c'est très intéressant comme littérature, il y a une grande, puis c'est souvent des devis quantitatifs hein, qui visent à construire des questionnaires pour évaluer la performance de l'équipe. L'autre partie, c'est la quête de levier. Donc, comment, là, c'est un regard beaucoup plus organisationnel, beaucoup plus macro, dans lequel on essaie de regarder de loin quels sont les leviers, quel est le système. Hein? C'est vraiment une approche systémique. Quels sont les systèmes qui vont influencer sur la propensité des gens à collaborer et de faire un travail collaboratif intéressant ou de travailler en équipe. Donc, ça, c'est un regard aussi qui est très, une des auteurs qui est très citée dans la littérature actuellement dans ce sujet, c'est une prof en sciences infirmières, Danielle Damour, qui nous a publié ce cadre-là pour vous montrer, en fait, je vous montre juste simplement que les résultats sont dépendants d'une série d'éléments, tant au niveau organisationnel que environnementaux, si vous voulez, des politiques, etc. Donc, c'est deux, si vous voulez, si on regarde la littérature sur la collaboration interprofessionnelle en santé, il y a deux approches qui se démarquent dans toute cette littérature-là. Alors, là-dedans, dans toutes ces approches-là, on interroge rarement la personne qui collabore elle-même. Comment est-ce qu'elle voit la collaboration? Comment est-ce qu'elle vit la collaboration? Quelles sont quand elle embarque dans une nouvelle équipe, une nouvelle situation de collaboration, comment est-ce qu'elle s'organise? Comment est-ce qu'elle se prépare pour participer? Comment elle participe? Et tout ça, c'est des connaissances un peu cachées, c'est des connaissances personnelles. Et dans les écrits, il y a on parle de la connaissance tacite, on parle de la connaissance que la personne même elle-même n'est pas capable d'expliciter. Pourtant, elle le fait tous les jours, mais elle n'est pas capable de l'expliciter. Donc, c'est à partir de cette idée-là que on a commencé à penser un peu à comment on pourrait aborder la question autrement que par des questionnaires, des mesures ou de la performance en elle-même, mais aller voir un peu le vécu des équipes. Alors, ma première lecture, c'était de Polanyi, de Michael Polanyi, un chimiste qui a travaillé beaucoup la question en fait, qui a fait l'adéquation hein, de la connaissance. Vraiment un travail épistémique. Mais en fait, je vous laisse ici l'image de l'iceberg parce que c'est ça l'idée de base, c'est qu'en dessous de ce qu'on voit, quand une personne agit, on voit ce qu'elle fait. Mais en dessous de ces actions-là, il y a tout un pan de connaissances, habiletés et attitudes qu'on ne voit pas, mais qui affectent ce qui arrive en haut. Okay. Et ensuite, bon, là, en termes paradigmatiques, je pense aussi qu'il faut s'éloigner de la science unitaire, comme ça, c'est un texte de Jorgensen de 2002, où il fait l'écart entre la science unitaire qui cherche la convergence, cherche ce qui ressemble tout le monde, ce qui est systématique, indépendant du contexte pour généraliser. Et ça, c'est donc une approche scientifique, mais là, à mon avis, pour étudier, c'est-à-dire c'est le choix que j'ai fait, je peux que je me trompe, mais pour étudier quelque chose comme la collaboration interprofessionnelle, qui dépend à tous les jours de la volonté de la personne de collaborer ou pas, ou comment elle va collaborer, c'est beaucoup plus complexe. Je trouvais que la généalogie de Foucault, comme cadre, comme paradigme, était plus intéressant. Donc, il y a une divergence, tout le monde est différent, donc tout le monde chaque événement est unique, discontinué, c'est contextualisé, hautement contextualisé, et puis c'est localisé. En fait, l'idée ici, c'est de ne pas regarder le résultat, mais en amont, l'intention, c'est-à-dire les gens, quand ils vont collaborer, comment est-ce qu'ils expriment leurs intentions, quelles sont leurs intentions quand ils vont collaborer, et en comprenant ça, ben, on aura
un regard beaucoup plus actif, opérationnel sur les résultats de la collaboration et sur les personnes elles-mêmes. Et en fait, ça donne plus de pouvoir, c'est un peu l'optique, pour que les gens eux-mêmes améliorent leur travail de collaboration. Alors, moi, j'adore cette image-là. En fait, la science a tendance à nous regarder seulement là où c'est facile de regarder, comme le terrain de foot au-dessus de cette montagne-là. Mais quand le ballon quitte le terrain de foot très connu, très limité et mesurable, ben, on est perdu. Donc, c'est là que je trouvais que c'était important d'aller chercher des informations, des connaissances par rapport à la collaboration interprofessionnelle. Et un autre guide, pour moi, c'est le Embodied Mind de Francisco Varela, qui apporte un regard, en fait, il met en exergue le cognitivisme avec ce qui n'est pas nécessairement, c'est-à-dire il met en exergue tout ce qu'on peut croire comme système de pensée, comme moyen de décoder le monde, avec un peu cette idée-là d'une connaissance incarnée, autrement dit. Et une autre image, juste pour vous donner encore, pour voir cette idée-là de la connaissance, puis la différence entre une connaissance théorique qu'on apprend dans des livres et la connaissance expérientielle qui nous intéresse. Bien, les deux sont nécessaires pour être compétent et être un expert dans les deux. Donc, en fait, mon approche à la collaboration interprofessionnelle vient vraiment on va y aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va regarder les personnes à l'action, on va les garder, on va les filmer, on va les observer en action et on va construire, on va leur demander de nous parler de leurs connaissances, même si ce n'est pas facile parfois de expliciter ces connaissances-là. Et à partir de là, ben, on va pouvoir faire des liens avec des connaissances pratiques, théoriques, ou des connaissances pratiques. Et donc, c'est ça un peu l'approche théorique que je propose. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Ben, parce qu'on manque de données descriptives issues de la pratique réelle. Il y a un auteur, un auteur avait dit, on comprend tous, c'est comme si on regarde des animaux dans une cage, on observe combien de fois ils vont boire de l'eau, combien de fois ils vont manger la nourriture, etc., ou combien de coups de poing ils vont se donner, mais on n'interroge jamais les acteurs. Et donc, là, cette approche, je veux aller vraiment chercher la voix des personnes qui pratiquent la collaboration professionnelle et comment eux se situent par rapport à cette pratique-là. Et ça va, c'est-à-dire, nous aussi, on se connaît mal comme collaborateur, c'est-à-dire, on pense que toujours c'est-à-dire, il y a un développement à faire par rapport à ses capacités de collaboration et ça, on peut les travailler, mais pour le moment, dans ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un manque de connaissance de soi. Et quand je dis connaissance de soi, c'est soi-même comme personne. Il y a un développement personnel à chacun qui est nécessaire pour que la collaboration fonctionne. Et évidemment, on ne connaît pas comment les autres font des décisions ou décident de collaborer ou pas. Ça, c'est un peu le manque de données empiriques et descriptives du phénomène de la collaboration. Et si on s'attarde à aller chercher ces données-là avec les moyens que je vais vous présenter tout à l'heure, ben, le pari est qu'on va pouvoir soutenir les pratiques collaboratives sur le long terme. On va mieux articuler les transitions de soins lorsqu'une équipe doit parler avec une autre équipe. Donc, ça, c'est vraiment de la collaboration. On va pouvoir intégrer divers services, exploiter davantage les technologies, intégrer le partenariat patient. Donc, ça, c'est important pour moi. Et aussi soutenir, c'est-à-dire rendre les équipes autonomes pour qu'elles-mêmes puissent s'autoréguler. Alors ici, évidemment, il faut apporter une nuance parce que l'équipe, c'est-à-dire strictement parlant, une équipe n'est plus, quand un membre de l'équipe quitte l'équipe ou est remplacé par un autre, ce n'est pas la même équipe. Donc, et puis ça, c'est la réalité. Même les équipes de hockey ne sont jamais pareilles. Les joueurs qui sont sur la glace un soir ne sont pas nécessairement les mêmes joueurs qui sont sur la glace le lendemain. Donc, c'est là l'importance de la collaboration et l'intérêt de regarder la collaboration parce que ça renvoie beaucoup sur les personnes elles-mêmes qui collaborent et pas nécessairement la performance. S'ils gagnent ou pas la Coupe Stanley ou s'ils font une performance intéressante, ils sauvent le patient qui vient d'arriver en urgence, par exemple. Mais
on va regarder comment chacun se place et comment chacun se projette comme collaborateur et entrevoit un peu son développement et le développement du milieu de travail pour mieux collaborer ensemble. Un mot sur l'interdisciplinarité. Moi, je me souviens à l'université, on me corrigeait tout le temps parce que ce n'est pas la même chose que interprofessionnel. Il y a interdisciplinaire, interprofessionnel, intraprofessionnel, interprofessionnel. Puis, il y a des nuances importantes à tenir. Je pense que pour moi, la nuance importante, c'est que l'équipe est hétérogène dans un premier temps, dans lequel tout le monde combine ses compétences, son savoir, ses habiletés, etc., pour arriver à un plan de soins dans un contexte clinique. Alors, le plan de soins, il peut être comme ça, bariolé, très, très, très intéressant d'un point de vue esthétique peut-être, mais aussi il peut être uni, c'est-à-dire le plan de soins dans lequel chacune des disciplines disparaissent. Chacune des disciplines n'est plus reconnue. C'est juste une action commune qui vient de la mise en combinaison de plusieurs disciplines. Donc, on perd la couleur de chaque discipline. Donc, ça, c'est une nuance importante parce que dans les professionnels réunis, il y a une collaboration, c'est une pratique de collaboration et ça donne lieu à une action commune qui, parfois, ne laisse pas entrevoir les différentes professions qui sont impliquées. Puis, évidemment, ça s'applique aux patients, évidemment. Alors, de manière globale, les objectifs de mes projets de recherche, c'est d'écrire l'espace psychosocial qui façonne la collaboration. Quel est cet espace psychosocial qui a donné lieu à une collaboration réussie ou pas? Pour le moment, je vous avoue que j'ai commencé à regarder seulement les collaborations qui réussissent, où on demande aux gens de nous parler d'une collaboration qui a réussi. On n'est pas encore rendu à soigner les mauvaises collaborations, ça va peut-être venir après, mais pour le moment, on se focalise sur, c'est un biais qu'on prend, la collaboration qui réussit. Laisser les participants décrire leur réalité. Donc, ça, c'est important dans un paradigme de Foucault, mais aussi un paradigme de Vygotsky, qui a travaillé beaucoup la question de la pensée et le langage. C'est important de respecter le langage des participants et d'avoir un doute quand ils commencent à claironner ou répéter le discours ambiant. On préfère beaucoup plus qu'ils parlent avec leur propre voix. Et ça, c'est important. Et on veut construire une vision holistique, donc de la personne, comment elle se comporte, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle vit dans la collaboration interprofessionnelle. Et aussi, évidemment, à travers ça, on va avoir un regard sur le contexte dans lequel elle travaille, les relations qu'elle a avec les autres. Et finalement, l'autre objectif qui est important, autant on va décrire systématiquement et scientifiquement la collaboration, on veut octroyer aux acteurs un pouvoir d'action. C'est-à-dire les équipes de collaboration ou à l'unité de soins de courte durée. Le but premier, c'est que ces gens-là qui travaillent en interdisciplinarité, font des réunions inter, puissent s'améliorer à chaque fois et devenir des bons collaborateurs de ce côté. C'est ça, leur donner les pistes d'action pour ça. Alors, les méthodes, on va utiliser surtout des méthodes qualitatives. Ça se peut qu'on fasse des mesures de certaines choses qui sont mesurables, mais avant tout, c'est des données qualitatives. On va utiliser le paradigme constructiviste, donc basé beaucoup sur la généalogie de Foucault, mais aussi sur des cadres d'apprentissage qui sont constructivistes, notamment Vygotsky ou Piaget. Et on va privilégier des méthodes participatives, donc des méthodes dans lesquelles les gens qui participent à la recherche vont aussi tirer un bénéfice, autant que les chercheurs. Le cadre conceptuel qu'on utilise vraiment pour le cadre opératoire, si vous voulez, pour notre regard sur la collaboration, est celui-ci. C'est un travail qu'on a fait il y a 10 ans avec des directeurs d'école dans l'unité de recherche sur la direction scolaire. Et on a fait une carte comme ça qui nous permet de voir un peu les éléments qui sont en jeu dans la collaboration. Donc, il y a l'interaction, il y a 3 objets communs, le sort collectif, les opérations communes, la cible commune, qui est comme un peu le hall d'entrée de la collaboration, qui est comme toujours latent, si vous voulez. Et ensuite, il y a la coaction. Les gens se réunissent dans une réunion inter, par exemple, et là, il y a 2 grandes dimensions, la dimension des relations, les interrelations, et la dimension de la production, donc prendre des décisions,
et construire un plan de soins, etc. Et entre les deux, il y a 3 dynamiques. Et c'est ça qu'on va regarder vraiment dans les projets de recherche dont je parle en ce moment. C'est la dynamique des rôles. Donc, chacun a des rôles différents. Donc, ça joue dans la dynamique de régulation, comment les solutions sont trouvées à des problèmes qui surviennent ou comment l'équipe se régule pour atteindre ses objectifs. Et la dynamique décisionnelle, comment l'équipe prend des décisions. Notez qu'ici, on soutire pour le moment toute la question du pouvoir, même si elle va apparaître dans les données, beaucoup. On va encourager, c'est-à-dire, puisqu'on encourage les gens à s'exprimer avec leur langage, ça va être clair, les dynamiques de pouvoir vont être là aussi. Mais pour le moment, on va l'attribuer à ce code-là, qui est la dynamique décisionnelle. Et ensuite, les 3 types de résultats, donc les gains personnels, qu'est-ce que moi j'ai appris de cette expérience, la réalisation commune, quels sont les plans de soins qu'on a construits comme équipe et quel est l'impact durable sur les autres. Parce que dans un contexte organisationnel, si on regarde la collaboration, s'il y a une équipe qui collabore bien, elle aura forcément un impact sur les autres équipes de la même organisation. Et donc, ça aussi, c'est un résultat important à regarder. Voilà, donc ça, c'est un peu le topo sur l'objet qui est la collaboration interprofessionnelle, la problématique qui nous intéresse et un peu l'objectif, d'aller chercher ce regard caché. C'est la partie de l'iceberg qui n'apparaît pas au-dessus de l'eau. Alors, l'étude de l'expérience, les méthodes, comment est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, un peu la donnée de départ, c'est l'expérience de vie. Et je vis, ça c'est mon expérience. Après, moi, je la décris. Donc ça devient une situation, un événement, une histoire à raconter. Et ensuite, je lui donne du sens. Et donc, c'est la recherche qu'on mène, on regarde beaucoup les unités de sens dans ce que la personne décrit de son expérience. Et ça, c'est l'angoisse. Ça vient de Varela, cette image-là de la planète. On l'observe avec notre œil, puis en fait, tout ce qui est observé par l'œil ne fait pas l'objet d'un traitement à fond dans l'esprit humain, mais c'est mis dans des boîtes qui sont des expériences qui sont prêtes à être utilisées puis à donner sens du monde, mais l'image ici, le message ici, c'est que ce que le cerveau retient est une partie qui est catégorisée, cataloguée de ce qu'il observe du monde. Alors, un exemple plus concrètement de ça, c'est-à-dire une expérience. J'attends l'arrivée de mon ami à la gare d'Istanbul. Là, je décris. Et là, c'est comme si la personne parlait. J'ai attendu 3 heures, je me posais des questions. Peut-être j'ai mal compris, peut-être qu'il est fâché. Tout ce que la personne a pensé à ce moment-là, on lui demande de se rappeler qu'est-ce qu'il a pensé. Heureusement que j'ai pris son foulard, etc. Tout ça, ça devient un texte. Et après, à partir de là, on fait une expérience humaine. Cette expérience humaine, c'est un phénomène, une unité de sens. Donc, 3 heures, c'est long. On fait une interprétation, si vous voulez, un peu de ces propos-là. Me faire attendre, c'est inacceptable. Donc, la personne est fâchée, la communication humaine est complexe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un espace psychosémantique que la personne, c'est un peu la traduction, l'interprétation de cette expérience-là que la personne a racontée. Ça, c'est vraiment la base du traitement qu'on va faire des données qu'on va recueillir. La langue, donc, devient un aspect important. Il faut avoir des mots qui sont créatifs et descriptifs, holistiques et analytiques, évocateurs et précis, uniques et universels, puissants et sensibles. Et ça, c'est tout l'enjeu qui est lié à l'interprétation des données, des discours des participants. Et aussi, comme c'est très difficile d'expliciter son savoir tacite, on est vraiment dans un contexte de la pratique réflexive. Ce que je ne sais pas, que je sais. Et souvent, ce qu'on trouve, c'est que les gens, à force de les faire expliciter, ils découvrent beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils savaient ou pas. Mais c'est des choses qu'ils savent parce que ça leur permet de faire un travail professionnel. Et donc, on est vraiment dans un peu la quête de la recherche de l'inconscient, que la personne nous parle de ce qu'elle ne sait pas qu'elle sait. Parce que ça, c'est un savoir qui est un peu, qui est déjà ancré, qui est déjà opérationnalisé, qui est validé par les actions, surtout si la personne a beaucoup d'expérience. C'est un savoir qui est quand même solide, qui correspond, c'est-à-dire qui, chaque fois qu'il est appliqué, il amène des résultats acceptables.
Évidemment, vous reconnaissez la fenêtre de Johari ici. On ne peut pas aller dans ce qui serait le plus intéressant, ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Peut-être ça peut paraître de temps en temps, mais ce qui nous intéresse, ce qui nous importe, c'est vraiment ça. Ce que je ne sais pas que je sais. Et ça, donc ça, c'est un peu le savoir le savoir issu de l'expérience qui nous intéresse. Donc, je vais vous parler de 3 expériences qui sont terminées, en fait, et puis on va continuer. Moi, en tout cas, je vais vous parler du projet de l'IGN tout à l'heure, mais d'abord, on a commencé avec l'entretien d'explicitation individuel. On demandait à des gens de venir nous parler de leur expérience de collaboration interprofessionnelle, et à partir de là, on a sorti une liste de savoirs d'expérience. Ensuite, on a fait le récit de vie. C'est une approche biographique dans laquelle la personne se raconte dans le cadre d'un dialogue, raconte des événements de sa vie et il y a la personne qui l'écoute, c'est elle qui écrit le récit. Donc, à travers le dialogue, il y a le langage exprimé par la personne, mais il y a aussi le langage utilisé par le rédacteur du récit. Et finalement, la clinique de l'activité, qui est une approche un peu différente, mais basée sur les mêmes principes, dans lesquels on filme une équipe qui travaille ensemble ou un collectif. Et puis après, on assoit d'abord individuellement chaque membre de l'équipe devant les images, ensuite en diade devant les mêmes images et ensuite en groupe devant les mêmes images et on leur demande d'expliciter ce qu'on voit à l'écran. Donc, ça ressemble beaucoup à Protocol, Recall, le rappel provoqué. Il y a beaucoup de méthodes. C'est une méthode très... C'est la pensée à voix haute, je veux dire, qui permet aux gens... Mais là, on fait des groupes, des diades, pour que les gens s'expliquent entre eux ce qu'ils font. Alors là aussi, ça génère des données intéressantes. Alors, mais je fais un time check. Il est 7h34, il est midi 34 chez vous. Je vais aller rondement un peu sur les 3 méthodes, puis après, on pourra prendre du temps pour des questions. Ça va? Oui, oui, bien sûr. Alors, l'entretien d'explicitation des savoirs d'action, c'est basé sur les travaux d'un professeur français, Pierre Vermersch, qui a beaucoup travaillé la question d'un savoir d'action qui est ancré dans la mémoire des personnes. Donc, une personne, n'importe quelle profession, après avoir fait son métier et puis avoir eu du succès à faire son métier, possède un savoir d'action qui vaut la peine d'aller chercher, de faire expliciter. Donc, c'est toujours une entrevue avec 2 personnes. Et donc, on demande aux personnes d'identifier des situations qui ont donné lieu aux pratiques de collaboration et pour mettre en évidence le savoir agir sous-jacent. Donc, on demande à la personne de raconter des expériences de collaboration réussies avec lesquelles ils sont satisfaits. Et à partir de là, nous, on a pu interpréter le savoir agir. C'est-à-dire quels étaient les éléments intentionnels de la personne qu'elle mettait en place pour que ça réussisse. Et c'était nos premiers travaux. Donc, par exemple, un exemple de savoir agir de la collaboration, c'est animer une réunion d'équipe. Donc, les savoirs, les connaissances disciplinaires nécessaires à la résolution du cas clinique. Donc, le savoir agir, c'est très en lien avec la situation professionnelle. Des fois, les professionnels sont appelés à animer des réunions d'équipe interne. Pour faire ça, ils ont besoin de ces connaissances-là. Ils doivent aussi avoir un savoir-faire, comment susciter la participation d'un collègue ou avoir de l'écoute active pour mener la réunion. Et aussi un savoir-être, être capable de ne pas montrer trop ses biais, puis de respecter les opinions divergentes, etc. Donc, c'est une série de savoirs, en fait, c'est tous des savoirs dans le cadre, dans l'esprit d'un éducateur. Si on dit savoir, c'est parce que c'est des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut développer. Et donc, c'est à partir de nos travaux, on peut décortiquer des actions professionnelles comme ça, des savoirs agir qui sont en lien avec la collaboration interprofessionnelle. Voilà un peu comment les données ont été triangulées. On avait un volet de rendement optimal. Donc, on avait un petit questionnaire de Yves Saint-Arnaud qui permet aux gens de se positionner quant à la qualité des relations puis des cas de la production au sein de l'équipe dans laquelle ils participaient. On leur demandait aussi d'identifier des situations cliniques collaboration interprofessionnelle. Et ça nous donnait un deuxième, c'est le volet contextuel sur les situations cliniques elles-mêmes. Et ensuite, on faisait les entretiens d'explicitation des savoirs pour avoir accès à ces savoirs, savoir-faire, savoir-être, tacites, cachés, sous l'eau. Ça, ce n'est pas nous qui avons développé ça, mais ça nous aide à
catégoriser, en fait, mettre des niveaux d'apprentissage. C'est ça qui peut être très utile pour l'évaluation des apprentissages, des niveaux d'apprentissage. Donc, apprentissage de base, intégration, entraînement et transfert, enrichissement. C'est comme 3 niveaux de maîtrise d'une connaissance et maîtrise d'un savoir, mais aussi d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Et donc, cette grille-là est très utile pour que nous puissions, à partir de tout ce que les personnes nous ont raconté comme savoir et d'expérience, comme savoir, de les classer ici. Est-ce que c'est un savoir-faire et c'est à quel niveau qu'il a été évoqué? C'est un exemple de grille qu'on utilise. Alors ça, c'était un premier projet qui a donné lieu à une publication et puis en fait, sur lequel on s'est basé pour demander encore un financement au CRSH, au Conseil de recherche des sciences humaines, et on est allé vers le récit de vie. Alors, le récit de vie est une autre approche. Là, c'est des dialogues entre 2 personnes. Donc, dans notre cas, dans ce projet-là, c'était des professionnels de la santé qui avaient plus que 3 ans d'expérience clinique, de 4 professions, médecine, sciences infirmières, ergothérapie et orthophonie. Et on leur offrait, donc, on a fait 8 récits. En fait, on a 25 récits en tout, donc il manque 2 ou 3, là, parce qu'on avait 32 au départ comme cible. Et donc, on demandait aux professionnels de raconter des expériences qui ont été difficiles pour eux et qui ont appris quelque chose. Et ça donnait des dialogues, la personne se racontait, l'autre personne qui était un étudiant de la même discipline écoutait puis rédigeait le récit, validé avec la personne par la suite, et tout ça est mis ensemble pour faire le noyau dur. Donc, vous voyez un peu le schéma que je vous présente ici. Les entrevues étaient tous par Zoom, évidemment, pandémie oblige, et ça donnait lieu à un récit. Et chaque récit est différent, mais là, on faisait un travail pour trouver les choses ça pouvait s'apparenter, puis faire une espèce de catégorisation des différentes expériences. Donc, l'idée, la validité scientifique de cette approche-là, c'est que c'est la double reconstruction, c'est-à-dire on a vécu quelque chose dans le passé, là, on est devant quelqu'un, on raconte cet événement-là. Donc, déjà là, il y a un traitement de cette information. Donc, au moment on reconstruit ce qu'on a vécu et en le racontant, la personne qui le rédige, il reconstruit dans sa tête aussi. Donc, il y a une validation, c'est une espèce de triangulation, si vous voulez, parce que d'abord, ce que je retiens de l'expérience, c'est important. Ça veut dire que c'est des connaissances qui sont ancrées et on peut leur donner une valeur à ces connaissances-là puisqu'elles apparaissent au moment où elles racontent l'histoire. Et ces mots-là, ces propos-là, ces expériences-là ont une résonance avec la personne qui écrit le récit. Et donc, le récit, oui, c'est une histoire en tant que telle, mais c'est une construction à deux événements qui sont vraisemblables et qui, en fait, constituent une valeur, une version de la réalité actuelle de la personne qui les a racontées. Et donc, ça nous suffit, ça a une valeur scientifique pour construire un peu une compréhension plus approfondie de l'approche de la collaboration interprofessionnelle. Donc, le dialogue est centré ou ciblé, c'est-à-dire on parle de quelque chose de très précis, ce n'est pas n'importe quoi, là, on demande à la personne de raconter des événements. La structure du récit, parce que puisque c'est un récit, c'est une histoire qu'on raconte, on veut que ça soit vraisemblable et crédible, ça demande une structure particulière. Et donc, cette structure est un peu témoin ou un garant d'une certaine réalité. Et le dialogue permet un lissage, c'est-à-dire que la personne qui raconte se fait comprendre par la deuxième personne. Et si l'autre personne comprend, et évidemment, il y a une phase de validation du récit par la suite, bien, on peut dire que le récit qu'on lit à la fin, qu'on va analyser, il va constituer nos corpus de données, a des données valides et crédibles, ce qui nous intéresse. Peut-être pas fiables, c'est sûr que dans le contexte qualitatif, on ne peut pas réclamer la fiabilité des données, mais on peut certainement réclamer la crédibilité et la validité des données. Les remparts, donc le choix qui est raconté, ça, je me suis avancé un peu, mais c'est la reconnaissance de l'expérience, la mise en mots qui est important et ça devient un filtre de l'expérience. Donc, les postulats de base, puis ça, c'est vraiment, il commence à y avoir pas mal d'ouvrages
qui parle de la recherche de l'expérience vécue. L'expérience doit être explicitée, donc on doit en parler. Et à chaque fois qu'on parle, elle va être différente. La structure de l'expérience est importante, donc la situation, les arguments, comment elle est racontée. Hein. Ce n'est pas tellement la structure de l'expérience elle-même, mais la structure de comment elle est racontée. Et souvent, il y a 3 éléments. C'est vraiment, on décrit la situation pour que la personne comprenne, les arguments, qu'est-ce qui était alentour de la situation qui ont eu un impact sur les actions, et les actants. Qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Et ensuite, le 3e niveau, c'est le sens qui est donné à cette expérience-là par le raconteur, le rédacteur du récit et par l'équipe de recherche ensuite. Donc ça nous permet en fait de donner une voix. C'est un peu ça qu'on voulait, c'est donner une voix aux personnes qui vivent la collaboration interprofessionnelle et de leur laisser la possibilité de la décrire dans leurs propres mots. Ça, un peu, c'est les 2 chantiers dans lesquels on utilise le récit de vie, les patients touchés par le cancer, et puis le rôle de la réflexion dans le parcours de développement des compétences professionnelles des praticiens. Finalement, j'arrive à la clinique de l'activité. Et vous voyez, il y a comme une espèce de progression. C'est un peu ma progression à moi. Au début, quand j'ai commencé ma carrière de prof, j'étais explicitation des connaissances, entretien d'explicitation, puis on ne faisait que ça. Et puis, j'ai passé au récit de vie, mais j'étais comme insatisfait des entretiens d'explicitation parce que pour étudier la collaboration interprofessionnelle, c'est mieux que... C'est-à-dire on peut trouver mieux que de faire des entrevues individuelles. Le récit de vie, c'était des dialogues, mais c'était encore pas mal individuel. Alors, la clinique de l'activité, c'était une méthode qui m'apparaissait beaucoup plus porteuse parce que là, on voit l'équipe, on observe la collaboration in situ, ce qui est un point important. Donc, la clinique de l'activité se base beaucoup sur l'écart entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait en réalité. Parce que là, contrairement aux autres méthodes, on a une vidéo qui nous montre la réalité et on a... donc, ce que je pense et ce que j'ai l'intention de faire. Et là, on demande à son collègue ce que je pense et ce que je fais. Chacun donne les 2 versions. Chacun parle de ce que je pense, de ce que je fais et ce que j'ai l'intention de faire. On observe la tâche commune. Ça avance tout seul. C'est ça. Et la tâche, donc, il y a une tâche prescrite. Ça, c'est la tâche qu'on doit faire ensemble, faire un plan de soins. Puis la tâche commune, c'est la réalisation actuelle de qu'est-ce qui est arrivé pour chaque usager. Et ce n'est pas toujours la même chose, évidemment. Ce qui est prescrit n'est pas nécessairement ce qui est fait en réalité. Donc, tout ça, ça donne lieu à une action collective qui est filmée. Comme ça, c'est une équipe inter que vous voyez, puis on a filmé, puis après. Donc, ça, c'est le matériau de base pour faire les analyses par la suite. Puis on se base beaucoup sur les travaux de Yves Clos, qui est un chercheur en psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et nous avons fait venir un des professeurs du CNAM pour nous former à cette méthode-là. Le déroulement, donc, pour le projet de recherche dont je vous parle, c'était 8 heures de tournage initial en mai 2019. On a choisi 5 situations professionnelles d'environ 5 minutes chacune. Ensuite, on a fait les autoconfrontations, dont on mettait 2 personnes en diade d'abord. On les faisait en fait, on leur demandait de nous expliquer ce qui se passe, ce qu'on voit à l'écran. Et donc, d'abord individuellement, puis après en diade. Et ça, à chaque fois qu'ils expliquaient, ils découvraient des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas dit la fois d'avant. Donc, la valeur scientifique de ces données-là, en fait, les données recueillies, c'est les enregistrements des rencontres d'autoconfrontation. Donc, le temps écoulé entre le moment de l'action et celui de son analyse, c'est-à-dire que quand les gens se voyaient à l'écran, ce qui était filmé à l'écran avait été filmé 5-6 mois avant. Alors, déjà là, les gens pouvaient dire « Ah, mais ça, OK, on pensait ça à cette époque-là, maintenant on pense ça. Voilà ce qui est arrivé. » Donc, ça donne une espèce de profondeur de champ aux données qui est intéressante. Ensuite, il y a la mise en dialogue des savoirs disciplinaires parce qu'il y a un médecin, dans le cas dont je vous parle, il y a un médecin, une infirmière puis un technicien en réadaptation. Et donc, il y a une mise en dialogue des savoirs disciplinaires. Donc, chacun, des fois, parle de leur discipline.
le technicien en réadaptation parle de l'équilibre homéostatique, par exemple, et le docteur va parler des médicaments pour la pression, etc. Mais il y a d'autres moments où ces distinctions-là disparaissent et les gens parlent du care, parlent de « Ah, on devrait faire un jardin pour Monsieur X parce qu'il aime ça, cultiver l'été. » Donc ça, il parle de… En fait, la grande partie de la discussion touche ces questions-là, plutôt que les questions disciplinaires. Donc, ça donne… Oups, attends, ça avance tout seul. Ça donne une description consensuelle du contexte et des savoirs qui sont utilisés dans ce contexte-là, et ainsi de suite de la pratique du care et de la collaboration interprofessionnelle. Les résultats, donc, l'exploration de l'apprentissage expérientiel derrière le care, c'est-à-dire le iceberg qui soutient toutes les pratiques du care et de collaboration interprofessionnelle de cette équipe-là. C'est une recherche qui s'inscrit vraiment qui peut faire plusieurs boucles de recherche parce qu'on revient ensuite avec les données qui sont soutirées de la première équipe, puis on peut les réinvestir dans une deuxième équipe, etc. Et on a publié ça dans un ouvrage commun. Là, par faute de temps, je n'ai pas encore fait un article que je vais publier en anglais sur la question de la clinique de l'activité. Mais par exemple, ces données-là nous ont permis de décrire certains travaux d'intégration graduelle de nouveaux membres à une équipe interprofessionnelle. Ça, on a 5 niveaux ici, non, 6 niveaux. Et vous voyez que prendre le temps de se connaître, c'est comme une première étape. Ensuite, la complexité de la pratique fait en sorte que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous ne pouvons pas porter le sort des résidents sur nos épaules. Donc, on voit un peu la personne qui s'intègre à l'équipe va apprendre peut-être en 4e phase un peu l'idée qu'elle ne peut pas être tout contrôler, puis elle ne peut pas se porter garant. Elle ne peut pas se responsabiliser de la santé de tous ses patients. Voilà, et ça, c'est un autre exemple de la même chose. Donc, en fait, c'est les trajectoires de développement qu'on peut sortir de là. Les données qui sont générées par la clinique de l'activité peuvent nous donner des indicateurs pour reconnaître une collaboration interprofessionnelle adéquate ou le care qui nous intéresse aussi. Bon, les forces et faiblesses, là, je vois qu'il reste 10 minutes, alors je vais y aller rapidement, mais essentiellement, je vais juste apporter la nuance il y a un apport au niveau de l'amélioration des services et pour l'avancement des connaissances. Finalement, le co-design on a vu cette année, on est dans un contexte comme ça, on nous apporte avec la technologie, nous permet de construire un environnement physique dans lequel les gens sont habitués à travailler, puis à partir de là, on peut travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Mais ça, c'est à venir, on n'a pas encore fait beaucoup là-dessus. Alors, vision à moyen terme, la raison pour laquelle j'aimerais être chercheur régulier à l'UGM, au centre de recherche, c'est continuer à travailler avec l'équipe des soins à courte durée pour approfondir nos connaissances sur le travail des équipes interdisciplinaires et notamment intégrer l'intervenant en ressources. Et en même temps, construire tout un cadre conceptuel, théorique par rapport à la collaboration interprofessionnelle basée sur le savoir expérientiel. Merci beaucoup. Je pense que je me suis dépassé un peu. Donc. Alors, je prendrai vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Dr. Fernandez, pour cette excellente présentation sur un sujet très important et difficile. Passons maintenant aux questions. Donc, veuillez lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire les questions dans le chat. On va commencer avec le professeur Pierre Raville. Pierre? Merci Alex. Je n'ai pas levé la main, mais tu savais que j'aurais des questions. Merci Nicolas, c'est vraiment passionnant. Je vois des racines de ton travail aussi chez des auteurs comme Varela, qui a aussi beaucoup influencé la neuroscience, les méthodes de neuroimagerie du cerveau avec des questionnements philosophiques fondamentaux. Mais j'aimerais revenir sur des aspects très, très concrets pour nous. Ce que tu décris présentement, moi, je le vis à travers des projets de recherche clinique qu'on essaie de monter en partenariat avec des gestionnaires, des responsables des soins, des étudiants, des collaborateurs de différentes disciplines, des experts de l'intervention qu'on cherche à développer. Puis, en fait, il me semble qu'il y a un intérêt très grand
à intégrer le chercheur dans la collaboration interprofessionnelle. Bon, moi, je ne suis pas du tout clinicien, j'ai une formation de base en clinique, mais je n'ai pas du tout de pratique clinique. Puis vraiment, cet apprentissage-là, je le fais sur le tas là, avec les collaborateurs, avec les étudiants, les postdocs qui travaillent dans l'équipe. Et je me rends compte que non seulement c'est chaque interlocuteur, il faut apprendre à bien connaître chaque interlocuteur, son rôle, puis je voyais ta structure aussi par exemple, la prise de décision. Il faut comprendre comment dans un milieu clinique, la prise de décision se prend pour savoir à qui s'adresser, à quel moment, pour quelle action. Puis, en fait, je pense qu'il y aura un intérêt, en tout cas peut-être à l'IUGM, d'intégrer peut-être les chercheurs cliniciens qui sont déjà très actifs dans plusieurs milieux. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question-là de l'intégration de la recherche aux équipes interprofessionnelles? Oui, ben, beaucoup, notamment justement à l'IGM, avec l'équipe avec laquelle on travaille déjà. C'est le comité de partenariat patient qui s'appelle. On a commencé tranquillement. Hein. On a fait d'abord une petite formation sur les concepts de base de patient partenaire. Et puis, tranquillement, je les amène à la recherche parce que, évidemment, quand on parle de recherche, les gens n'ont pas le temps, c'est inconnu et tout ça. Mais je pense que de plus en plus, on voit des méthodes d'action, de recherche participative dans lesquelles les gens, ben, ça demande un twist au niveau paradigmatique parce que on a l'impression que la recherche, il faut vraiment être observateur, un peu indépendant, puis regarder de loin. Mais les méthodes participatives qui ont déjà pas mal de bagages et de crédibilité permettent justement que tout le monde qui participe dans un phénomène social et puisse participer à la recherche d'une certaine manière, incluant les chercheurs. C'est-à-dire, parce que les retombées sont différentes pour chacun. Pour le chercheur, c'est comprendre le phénomène d'un point de vue scientifique. Et puis, donc, et puis pour le praticien, c'est comprendre comment mieux s'améliorer, comment mieux comprendre ses pratiques, pourquoi il a tel résultat et pas l'autre. Et donc, ça crée des ponts c'est-à-dire le chercheur, c'est ce que je vis actuellement, c'est-à-dire avec l'équipe, c'est ça, c'est que moi j'apporte une idée, puis oui, mais non, mais ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Ah, mais puis moi, je peaufine mon idée. Après, moi, je leur apporte un éclairage qu'ils n'avaient pas vu avant, et là, ils peuvent, OK, on va mettre en place ça. Alors, ça, puis ça, c'est de la recherche-action. C'est de la recherche. Et puis, il y a un gestionnaire dans notre équipe aussi, qui a aussi des choses à dire par rapport à comment impliquer les gestionnaires dans la question. Quels sont les éléments que le gestionnaire doit apporter pour améliorer telle pratique, par exemple, ou comment soutenir les équipes à s'améliorer, etc. Et un des enjeux qui est important, à mon avis, actuellement, c'est que les gens, des fois, ils n'ont pas envie ils vont de reculons au travail. Et donc, à la longue, j'espère qu'en faisant en sorte que les gens puissent s'engager davantage dans la recherche de solutions, dans l'amélioration continue de leur travail, ils vont pouvoir s'engager davantage. C'est ça un peu les retombées que moi je voudrais. Ben, tu vois, moi, ce que j'anticipe, peut-être que je vis moi-même là, à la direction associée à la recherche clinique, pas à la recherche clinique, mais aux affaires scientifiques, mais aussi avec nos deux co-directeurs associés à la recherche clinique, c'est que, évidemment, on prend modèle parmi les chercheurs seniors qui font de la recherche clinique chez nous depuis des années, qui ont du succès pour faire ça. Mais je vois qu'il y a un énorme besoin pour les jeunes chercheurs qui arrivent en poste, qui ne sont pas nécessairement, soit qui sont cliniciens ou qui ne le sont pas, mais qui n'ont pas toujours cette connaissance-là que tu décris de la façon de s'intégrer à des milieux cliniques pour qu'il y ait vraiment une approche de partenariat et non pas un sentiment d'instrumentalisation des milieux cliniques par les chercheurs, parce que ça, évidemment, c'est un échec annoncé, bien entendu. Oui, mais c'est ça ce qui m'attire beaucoup à la clinique de l'activité. Puis là, on est en train de construire un peu une compréhension plus fine de ça, parce que ça donne la voix, ça octroie un pouvoir d'action sur les gens qui participent, parce qu'ils peuvent voir les solutions. Ils les voient tout de suite. Ça vient d'eux, ce n'est pas le chercheur qui va leur dire. Moi, le chercheur, je ne suis pas expert de la collaboration.
Je suis expert de la méthode. Moi, j'apporte la méthode pour ouais. essayer de faire ressortir les choses. Ouais. Et c'est ça, c'est très intéressant parce que ça donne, ça redonne au milieu dans lequel on va faire de la recherche. Et ça, c'est important. Et puis, les gens, bon, des fois, évidemment, c'est pas évident. Il y a plein d'obstacles à tout ça, mais je pense que c'est un peu ça la vision que moi j'apporterais, de travailler avec tout le monde ensemble. Ouais, merci. Je veux pas qu'on en fasse un dialogue à tous deux. Je laisse la place aux autres. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Certainement, c'est une question très intéressante et assez difficile. Madame Brigitte Parent a commenté que la collaboration interprofessionnelle est intéressante pour les soins à domicile et c'est notre défi au quotidien. Donc, vraiment. Encore une autre question. Madame Mélodie Courson. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour la présentation que j'ai vraiment adorée. J'ai appris énormément de choses. Puis je me suis demandé si les approches que vous avez utilisées pouvaient servir à analyser, améliorer les relations thérapeutiques entre le patient et le clinicien. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou est-ce que ça serait applicable? Oui, ça se fait. Il y a plusieurs façons. Vous savez, le centre d'expertise en partenariat patient avec le public ont essayé, il n'y a pas très longtemps, avec les groupes de patients, de faire de l'explicitation de savoir expérientiel, un peu à la méthode de Vermeersch. Ils ont appelé ça le Mikado, c'est-à-dire ils racontent leur expérience, ils se racontent leur expérience, puis ils font sortir des éléments. En fait, ça leur donne une conscience de qu'est-ce qui est important pour eux, parce que ce n'est pas évident. Quand on arrive au bureau du docteur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. On est complètement un peu désemparé. Donc, d'avoir fait ce travail d'explicitation de qu'est-ce qui est important, ça prépare. Et c'est la même chose pour les cliniciens. Qu'est-ce qu'eux, ils appliquent un peu, ils ont un protocole de travail avec les gens. Et des fois, ils ont difficulté à s'égarer. Ils ont l'impression ils dérivent de ce protocole-là, puis ça les rend nerveux. Et donc, oui, il y a certainement dans l'éducation thérapeutique, si vous lisez un peu, on a fait une recension des écrits sur l'éducation thérapeutique en France, parce que c'est surtout en France qu'on en parle de cette manière-là. Le patient, c'est vraiment axé sur un dialogue, d'analyse de besoins du patient, ce qu'il a besoin, puis ce que l'équipe de thérapeutes ou de professionnels de la santé. Puis un mot, je pense que ce qu'on a découvert, c'est que dans le monde anglophone, ce n'est pas la même chose. L'éducation thérapeutique dans le monde anglophone, c'est on va fournir aux patients toutes sortes d'outils, de sites web, d'articles, etc., de evidence-based medicine. On va peut-être l'accompagner à la lecture de ça, on va faire des webinaires, mais on va laisser tout seul. Et donc, il n'y aura pas de remise il n'y aura pas de création d'une nouvelle approche de soins, autrement dit. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va continuer maintenant avec d'autres questions. J'ai aussi une question. Votre recherche est très concentrée sur l'interaction humaine et l'expérience subjective de la prise de décision. Sur la base de cette expérience de votre point de vue, pensez-vous qu'une automatisation accrue des processus décisionnels aurait un effet bénéfique ou pensez-vous que l'implication humaine est une priorité plus importante et devrait être maintenue et parfois même augmentée à tous les niveaux? C'est une très bonne question. Je pense que moi, la manière dont je vois ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des outils de prise de décision qui sont automatiques et tout ça. Oui. Et donc, mais c'est important. Je vous donne un exemple. En néphrologie, le docteur Cardinal travaille avec une gang de gens en design ou en informatique pour un outil. C'est-à-dire, le patient en dialyse, il reçoit un appel du docteur à 3 heures du matin. Il lui dit « On a un rein pour vous, mais il n'est pas très bon. » En fait, puis là, le patient, il doit prendre une décision. Ce n'est pas la machine, il n'y a personne qui va lui prendre la décision. Le clinicien va l'orienter dans sa décision. Ce qu'eux visent, c'est de trouver un outil qui va pouvoir donner l'information juste pour que la personne prenne la meilleure décision possible. Donc, il y a cette idée-là de la meilleure décision possible basée sur. Maintenant, la meilleure décision possible, c'est très relatif aussi. C'est une meilleure décision possible en fonction de quoi. Et ça, c'est intéressant aussi. En fait, c'est ça qui me passionne moi, parce que en aviation, par exemple, il y a eu des cas où l'aviation, c'est quand même… Un avion, c'est comme un toaster.
il marche ou il ne marche pas. Et donc, il va se comporter de manière très prédictible et très prévisible. Et donc, il va atterrir, il va faire ce que... En fait, le pilote n'est presque pas nécessaire. Mais la raison pour laquelle on le garde dans la cabine de pilotage, c'est parce que des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, il y a des bris d'équipement, il y a des sortes de choses, de température que la machine ne pourrait pas. C'est-à-dire, la machine, elle va être meilleure, elle va être aussi bonne que le meilleur des pilotes. Mais les situations peuvent facilement dépasser les compétences des pilotes. Et dans ce cas-là, ça prend justement le génie, la créativité humaine pour trouver une solution qui va être unique pour résoudre le problème. Et donc, c'est comme ça que je le vois à moi. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est très contextualisé. Dans tous les cas, ça va être des décisions différentes. Surtout en santé. Les patients ont des besoins différents, ont des préférences différentes. Et ça, d'une certaine manière, on ne peut pas tout respecter, mais je pense qu'on peut tendre vers ça. C'est-à-dire que les équipes de soins puissent prendre des décisions avec le patient qui soit la meilleure décision pour le patient, avec la meilleure décision, la meilleure information disponible à ce moment-là. Merci. Donc, en tout cas, l'automatisation, de votre point de vue, ne va pas diminuer le nombre des salariés. Il va augmenter le nombre de tâches. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'aurais probablement la dernière question. Vous avez utilisé plusieurs fois les notions de crédibilité et fiabilité. Vous avez dit que ce sont des choses différentes. Donc, les résultats, vos résultats ont un niveau différent de crédibilité et fiabilité. Je me demandais, pourrez-vous, s'il vous plaît, décrire plus en détail comment vous voyez cette différence? Dans le contexte d'une recherche, disons, statistique ou une recherche basée sur la mesure, on a cette notion-là de généralisation. C'est-à-dire, si un N est suffisamment grand, c'est pour ça les sondages, ils s'arrêtent plus ou moins à 1000 personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quand les gens parlent de sondages politiques, avant de savoir les résultats des élections. Ils disent 1000 personnes. On a consulté 1000 personnes. Ça, c'est comme le chiffre dans la théorie statistique qui dit, avec ce chiffre, on ne devrait pas, c'est-à-dire on ne va pas trouver on devrait être saturé en termes de possibilités de situation. Évidemment, avec des recherches où il y a plus de ça, ben là, c'est très solide. Ce qu'on dit, que les résultats de cette recherche avec 24 000 réponses, ben, c'est pas mal ça la réalité. Donc ça, c'est une façon. Et là, il y a l'instrument qui nous permet d'aller chercher toutes ces données-là. Il est fiable. On peut dire que c'est un instrument qui, à chaque fois qu'on va l'utiliser dans différentes populations, il va nous donner des résultats similaires et aussi fiables. C'est une fiabilité. La question qui tue des fois, c'est la validité. Est-ce que la personne a compris les questions de la même manière? Est-ce que c'est des questions qui correspondent à une représentation de la réalité des gens qui répondent aux questions? Dans le contexte de la recherche qualitative, on n'a pas des N comme ça. On n'a pas des centaines et des centaines d'entrevues. C'est impossible de faire ça. Alors, on doit faire fi, on doit sacrifier la faisabilité de notre questionnaire et se baser uniquement sur la validité et la crédibilité. Alors, la validité, c'est ce que la personne raconte, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que c'est... Et nous, dans nos approches, on dit, on travaille beaucoup la validité. On veut s'assurer que ce que la personne raconte soit crédible, soit valide, c'est-à-dire décrive réellement ce qui aurait pu se passer dans ce qu'elle raconte. Parce qu'on lui demande de se rappeler des choses qui sont passées dans le passé. On se fie sur le fait qu'elles sont encore dans son esprit et donc elles sont valables parce que ça se confirme. Il y a un élément de confirmation au gré des expériences de la personne. Puis la personne, on lui demande de penser à ça, puis il nous donne ça. Donc ça, c'est valable. Puis c'est crédible parce que la personne, ce n'est pas quelqu'un qui vient de Mars ou ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un autre pays, c'est quelqu'un qui est là, qui travaille dans l'équipe. Donc, c'est quelqu'un de crédible. Il a l'expérience. Et c'est pour ça qu'en recherche qualitative, on demande toujours, dans les articles en tout cas, de décrire qui sont les participants de la recherche. Leur profil, leur âge, parce qu'on veut savoir c'est qui a donné ces données-là. C'est un peu les remplaçants, si vous voulez, des critères de scientificité de la recherche quantitative
qu'on ne peut pas vraiment calquer exactement dans le contexte qualitatif. Puis les objectifs sont différents, en fait. Si on regarde ça dans la recherche qualitative, quand on ne connaît pas quelque chose, un phénomène qui est peu connu, comme la collaboration interprofessionnelle, il faut d'abord aller décrire. Puis après, tranquillement, une fois qu'on aura décrit suffisamment, on va pouvoir sortir des éléments qui se répètent souvent, qui sont comme par exemple la notion de relation professionnelle, relation interprofessionnelle et interpersonnelle et production. Ça, c'est des dimensions qui ressortent. Donc, on peut construire déjà un instrument qui serait peut-être généralisable. Mais dans un contexte plus vaste, plus complexe, il faut passer par cette étape de description, puis après, aller tester des hypothèses avec des éléments expérimentaux, des questionnaires expérimentaux. Est-ce que tu me permets, Alex, une dernière courte question? Parce qu'en fait, ce dont tu nous as parlé, Nicolas, c'est vraiment l'aspect descriptif pour approfondir la mise en place d'une relation, d'une collaboration interprofessionnelle. Est-ce que ça permet d'envisager des outils pour diagnostiquer des milieux, pour identifier les problèmes, puis éventuellement remédier pour améliorer la collaboration? Je pense, oui, c'est ça qu'on veut la comprendre. On veut la comprendre. C'est sûr que pour le moment, le biais qu'on a, c'est qu'on choisit de parler juste des bonnes choses. On est dans le pays des nounours. Hein? On est dans un échantillonnage d'extrémités. Donc, parce que si on se met à parler des choses qui ne vont pas bien, là, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, on veut d'abord isoler de cette manière-là la collaboration pour comprendre un peu sa dynamique. Et après, oui, on va commencer à... Puis déjà, on en a des indicateurs assez précis, là, par exemple, la dynamique de régulation, comment est-ce que les problèmes sont résolus au sein de l'équipe, etc. Donc oui, à la longue, on va pouvoir faire... Puis c'est ça qu'on veut, en fait. Moi, j'envisage qu'éventuellement, un gestionnaire d'hôpital va nous appeler, puis il va dire, OK, ouais, écoute, l'équipe de, je sais pas, Radio Onco sont en train de se chicaner, ça dure depuis longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y a des équipes qui font ça, mais on sera plus équipés pour comprendre la dynamique de groupe. On peut se donner un objectif de travailler avec eux pour atteindre, c'est ça qu'on veut. Mais aussi des outils diagnostiques pour les comprendre. OK, pourquoi tu... Ah, parce que moi, lui, il m'énerve. On peut on peut donner la voix aux gens qui... Ça peut être souvent, c'est un peu ça dans les audits organisationnels ou dans les interventions de consolidation d'équipe qu'on fait ça. On prend la personne, on l'amène dans un endroit sympathique, agréable, on lui fait parler. Ah, merci. Merci beaucoup, Dr. Fernandez. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, c'est vraiment une discussion et une présentation très pertinente et très intéressante pour le CRG et pour les chercheurs ici. Donc, vous voyez les questions. Nous rappelons à tout le monde que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CRUGM. Les liens sont sur le chat. Dr. Fernandez, merci encore une fois pour cette présentation magnifique et intrigante et très pertinente pour notre centre. Et cela conclut notre conférence d'aujourd'hui. Nous remercions à toutes et à tous d'avoir assisté et on vous attend ici au CRUGM pour des rencontres face à face, à vive voix. Oui, avec plaisir. Merci Nicolas, vraiment très intéressant. Merci, oui, merci. Bon été. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt.